Lorsqu'on ne sait pas qui on est en réalité et ce que l'on vaut, il est fort possible de ne jamais arriver à réaliser ses rêves. Et ce rêve peut simplement être la volonté de devenir ingénieur afin d'influencer le monde de la technologie et le monde scientifique pour rendre la vie plus potable autour de soi et en soi. Ce rêve peut être le désir de construire un impact considérable afin de devenir une source d'inspiration pour sa génération et pour les générations à venir. Mais j'ai envie de vous dire que qu'importe votre rêve, qu'importe sa pertinence ou même sa profondeur, pour pouvoir le matérialiser, il vous faut une chose, un ingrédient indispensable. Et cette chose, c'est le courage. Et comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de la vaincre. Et pour vaincre cette peur, c'est face aux situations du quotidien que nous arrivons à emmagasiner la substance qui nous permet de nous surpasser et d'accomplir des prouesses inimaginable. C'est ce qu'a compris le concept penser entreprendre. C'est ce qu'a compris la vision penser entreprendre qui voudrait mettre à la disposition des entrepreneurs africains des outils suffisamment équipés pour leur permettre de réussir leur programme entrepreneurial. Et pour créer cette stimulation, il y a ce module que nous appelons à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Ce sont des personnes qui ont déjà des résultats importants, indispensables et qui peuvent inspirer ceux qui viennent après. Nous allons donc vers ces derniers pour pouvoir comprendre quel est leur parcours, quelle est leur influence, quelles sont les difficultés auxquelles ces personnes ont été confrontées afin que ces difficultés-là puissent être vraiment une source d'inspiration pour les jeunes qui viennent et pour les jeunes qui viendront. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur inspirant, palpitant et surtout qui accomplit des prouesses très intéressantes dans le domaine de la mécanique automobile. Alors je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre quelque chose de très important. Nous sommes donc à la rencontre de monsieur Cédric Tidjeu, qui est le promoteur du groupe Vision Autosar. Il aura donc la possibilité de partager avec nous quelle est son expérience, quel est son parcours, qu'est-ce qui l'a motivé et surtout quelles sont les difficultés par lesquelles il est passé afin de pouvoir mettre sur pied cette enceinte qui aujourd'hui, pour moi, est un symbole de réussite. Alors monsieur Cédric Tidjeu, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ah, ça va aller. Ok, s'il faudrait vous représenter pour la bonne gouverne de tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous direz? Qui est Cédric Tidjeu? Cédric Tidjeu, c'est un jeune Camerounais entrepreneur. Je suis... déjà, il faut noter que j'ai fait tous mes études, mon parcours académique en enseignement professionnel, enseignement technique, jusqu'au niveau universitaire. Donc, ça fait déjà que sur le plan académique, j'ai cette formation purement professionnelle. Et après les études, j'ai commencé l'emploi en 2013 et j'ai travaillé pendant 6 ans et demi en tant qu'employé. Et j'ai bravé les échelons en entreprise et vu mon expérience académique, vu mon expérience professionnelle et ce que je réalisais déjà, je me suis dit pourquoi pas ne pas me lancer. Question de bien exploiter ce que j'ai appris et d'apprendre davantage. Parce que la technique, c'est le quotidien qu'on apprend. D'accord, d'accord. Et maintenant, vous avez à votre actif un très grand garage. Et j'ai envie de dire un garage très moderne. D'où est partie l'idée de mettre sur pied une telle unité? Bien, l'idée est partie du fait que, vu déjà la formation que j'ai, académique et professionnelle, et vu l'exigence de la clientèle, vu la qualité des véhicules de nos jours, il n'est plus question de faire la mécanique sous forme de garage comme à l'Antiquité, où on arrive, on voit un garage sous le manguier avec un mécanicien qui est tout sale. Et on avait toujours cette habitude de dire, lorsqu'on voit un mécanicien tout sale, on sait que c'est le bon mécanicien. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Donc vous voyez, par exemple, quand vous voyez la qualité des véhicules qu'il y a ici, là, ça demande une extrême obligation envers le client. Le client veut que sa voiture soit propre telle qu'elle est entrée, peut-être même plus propre. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, là, lorsqu'on finit de travailler les voitures,
on passe à la laverie. D'accord. On lave immédiatement pour livrer au client. Ok. Donc, ça demande un maximum de propreté. D'accord, d'accord. Bon, c'est vrai qu'on a déjà cette appréhension de mécanicien. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mécanicien, ça a une connotation assez péjorative, c'est-à-dire une connotation négative, parce que les personnes qui sont sales, on pourrait dire que ce ne sont pas des personnes qui sont hygiéniques. Mais ici, c'est tout le contraire. Et là, j'ai envie de vous poser une question. Dans votre garage, quels sont les différents services que vous offrez? Dans notre garage, on offre plusieurs services. Déjà, on fait dans la maintenance, la réparation automobile. D'accord. On fait dans les prestations de services. On travaille avec les véhicules des entreprises. Il y a des entreprises avec qui on est en partenariat, on signe des contrats pour entretenir leur parc. Il y a des particuliers qui ont plusieurs voitures. On est en partenariat avec eux et beaucoup d'autres personnes. Et dans le nouveau plan, on est en train de monter les stratégies pour pouvoir davantage acquérir plusieurs autres clients. Et puis, il y a la vidange. On a récemment eu un partenariat avec Total qui nous fournit les huiles ELF. C'est une démarche qui n'a pas été facile, mais avec l'ensemble des conditions qui ont été exigées par Total ELF, on a pu réunir ces conditions. Wow. On a eu ce partenariat, on distribue les produits de qualité fournis par Total Cameroun. Exactement. Au-delà de la vidange, on a la mécanique, on a l'électricité, on a la tôlerie, on a la climatisation, on a l'expertise. On fait aussi l'expertise. On fait aussi dans la gestion des sinistres. Exactement. On fait aussi dans la gestion des sinistres. Ok. La gestion des sinistres, beaucoup de gens ne savent pas. C'est lorsque vous avez votre véhicule, vous avez un cas d'accident en route et que vous avez tous les papiers à jour du véhicule. Vous avez votre CN, vous avez votre permis de conduire. Et on prend en charge, il y a une procédure qu'on déclenche avec l'assureur pour pouvoir réparer votre véhicule sans que vous ne débouchiez un franc. D'accord. C'est pris en charge entièrement par l'assurance. D'accord. C'est ça qu'on appelle la gestion des sinistres. Ok. On fait aussi dans les formations. On fait dans l'expertise. L'expertise, c'est quoi? C'est que vous voulez par exemple acheter un véhicule. Vous ne savez pas quelle est la marque que vous allez acheter, quel est le type. Est-ce que vous allez acheter un véhicule de moteur à essence, peut-être diesel? Est-ce que vous allez acheter un véhicule 4x4 ou 4x2? Est-ce que, dans tous ces paramètres-là, on vous accompagne à faire un bon choix? Un bon choix en fonction de la qualité, en fonction du niveau des compétences des techniciens locaux, en fonction aussi de la provenance, parce qu'il faut aussi remarquer que ce n'est pas toutes les marques de véhicules qui sont compatibles à notre climat. Exactement. C'est pour ça que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes. Même les entreprises, il y a des entreprises qui constituent un parc de véhicules sans tenir compte de certains paramètres plus tard. Et puis ils s'en rendent compte qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Il faut changer toutes ces marques de véhicules. Et ça pose problème. Donc au préalable, l'expertise que nous faisons consiste à gérer cet aspect. D'accord. D'accord. Il y a aussi la boutique. On a aussi sur place une boutique où il y a une variété de pièces, des consommables, qui fait en sorte que ça nous permet de gagner en temps. Parce que quand le client vient, après avoir évalué son devis et qu'il est validé, juste le temps d'aller chercher la pièce, ça nous fait perdre en temps. Alors, lorsque les pièces sont disponibles sur place, ça fait déjà que le coût des pièces de rechange reviennent un peu plus moins cher et on gagne en temps. Donc, quand quelqu'un vient par exemple pour faire la vidange, quand un client vient pour effectuer sa vidange, de façon systématique, on lui fait un diagnostic gratuit, on fait un diagnostic intégral du véhicule. Toutes les petites choses qu'on constate, on ressort ça sous forme de devis, on présente au client. Ok. Comme ces choses sont déjà disponibles sur place, par exemple, vous allez voir quelqu'un venir faire la vidange. Après, on constate qu'il y a peut-être les ampoules qui ne donnent pas, c'est disponible sur place. Il y a les balais de essuie-glace, il y a les niveaux d'eau, le liquide de lave-glace, liquide de radiateur, toutes ces petites choses-là, les clés, extincteurs, boîte à pharmacie, toutes ces petites choses qui font parfois que le propriétaire du véhicule ne sait même pas qu'il a ses problèmes avec son véhicule. Mais déjà ici, on le fait de façon systématique. D'accord. Donc, de façon automatique, lorsque vous effectuez une vidange ici, vous avez droit à un diagnostic gratuit. Ok, super. Alors, comment est-ce qu'un véhicule, lorsqu'il est arrivé dans votre garage, comment est-ce que la prise en charge se fait? C'est-à-dire de la réception du véhicule jusqu'à peut-être la livraison au client?
Bien, lorsque le véhicule arrive chez nous, la première chose, c'est qu'il y a le réceptionniste qui vient vers le client et essaie de prendre le pourquoi le client est venu. Et en fonction du pourquoi le client est venu, il doit renseigner le client au niveau de l'accueil, du secrétariat. Il doit payer ses frais de diagnostic si c'est nécessaire. Parce qu'il y a le cas où on ne paye pas le diagnostic. Si c'est nécessaire, si ce n'est pas nécessaire, il ne paye pas. Alors, le réceptionniste, avec sa fiche de réception, il enregistre le véhicule. Il enregistre le véhicule sur l'aspect physique. Parce qu'il faut noter que ça, c'est un aspect qu'on n'avait pas pris en compte auparavant et ça nous a coûté beaucoup d'argent. Ça nous a coûté beaucoup, ça nous a fait perdre beaucoup de clients. Parce qu'il y a des clients qui ont des véhicules et ils ne savent même peut-être pas que à l'arrêt de son véhicule, c'est cogné. Il ne connaît pas. Lorsqu'il arrive au garage, si on n'a pas réceptionné et qu'on va livrer le véhicule après, il aura l'impression que c'est nous qui avons cogné le véhicule. Or, son véhicule était comme ça. Il y a des véhicules qui n'ont pas de cris, qui n'ont pas de roue de secours. Si on n'a pas pris la peine de mentionner ça dans la fiche de réception, lors de la livraison, ça va nous créer problème. Exactement. Il y a des véhicules où il y a des dommages physiques sur la coque, sur la carrosserie. Et si on ne note pas, parfois les clients sont de mauvaise foi. Expressément, le client le fait expressément. Il sait bien que sa voiture avait tel dommage en entrant au garage. Mais si vous n'avez pas pris ça en compte, à la sortie, il va vous faire comprendre que son véhicule n'était pas comme ça. Il y a des clients de mauvaise foi. Il sait juste parce qu'il veut profiter quand on répare son véhicule. Ou bien il veut juste vous faire des problèmes. Donc c'est pour ça que on n'avait pas cet aspect-là. On a introduit ça pour faire face à ce genre de problème. Et après, le client signe, il prend sa copie, on reste avec la décharge. À la sortie du véhicule, lorsqu'on va livrer le véhicule au client, on va encore ressortir cette même fiche pour rappeler au client que ce dommage-ci, c'était déjà présent lorsque le véhicule entrait. Le client va se souvenir. Votre véhicule, lorsqu'il entrait au garage, il n'avait pas de roue de secours. Le client va se souvenir. Ça avait tel problème, tel problème, tel problème. Et ça permet aussi que lorsqu'on constate que le véhicule n'a pas, par exemple, de roue de secours ou des clés, extincteurs, boîte à pharmacie, tout ça, on propose directement au client puisque c'est disponible chez nous dans notre boutique. D'accord. Parce que des fois, des personnes n'en ont pas, ou bien vous avez un extincteur qui est déjà périmé, vous ne vous rendez pas compte. Lorsqu'on a contrôlé ça sur place au garage, vous rendez compte, ça vous permet de remplacer, au lieu d'aller d'être victime en haut. Voilà, de la prévention. D'accord. Et j'imagine aussi que c'est cette prévention, c'est cette mesure de prudence qui vous permet de gérer de manière optimale votre service après-vente, n'est-ce pas? Oui. Donc, toujours dans le processus de prise en charge du véhicule, après qu'on a enregistré, on a réceptionné le véhicule, on passe au diagnostic en fonction de la plainte du client, parce qu'on enregistre également toutes les déclarations du client. Exactement, parce qu'il y a aussi un aspect important qu'il faut relever dans ça, dans l'aspect diagnostic, c'est que il faut d'abord enregistrer les déclarations du client telles qu'il déclare. Parce que un propriétaire de véhicule peut ressentir une panne sur son véhicule, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Donc, on reçoit les déclarations du client exactement comme il les pose. On interprète maintenant pour comprendre le problème. On ne doit pas forcer le client à expliquer le problème de sa voiture. Il pourra mal expliquer et ça pourra nous induire en erreur dans le diagnostic. Donc, après que on ait réceptionné le véhicule, on fait le diagnostic intégral du véhicule. Et il faut remarquer, il faut noter ici que nous on a des appareils de diagnostic de dernière génération, de 2023. Qui diagnostique les voitures de 2023. Vous voyez par exemple ces RAV4, ça c'est un RAV4 de 2022. Mais on a des appareils qui parviennent à diagnostiquer cela. Cela fait déjà une différence. Vous voyez. Et après qu'on ait effectué le diagnostic du véhicule, on établit un devis. On prend avec nos partenaires, nos fournisseurs, on prend les prix des pièces d'origine bien sûr. C'est pour ça que nous sommes en négociation avec Camille Toyota pour être partenaire avec Camille pour consommer exclusivement les pièces Camille. Comme nous l'avons fait avec Total, on consomme exclusivement les produits Total. On l'a aussi fait avec Camille pour être sûr qu'on fournit la qualité aux clients. Exactement. Voilà.
Donc, on établit un devis au client sur la base des pannes constatées. On transmet au client. On peut le transmettre par WhatsApp. Si le client a souhaité rester attendre sur place, on lui transmet directement son devis. Après approbation du devis, on passe à la réparation. On lui donne un délai en fonction de ce qu'on a constaté sur le véhicule. On lui donne un délai. S'il y a nécessité d'avancer ou de régler intégralement la facture, il le fait. Si c'est en mode prestation, c'est déjà on travaille pour être payé après le travail. Lorsqu'on a fini de réparer le véhicule et qu'on a fait l'essai, on s'est rendu compte que tout est correct comme ça se doit. On passe la voiture à la laverie, on nettoie tout intégralement le véhicule. Après avoir fait, on garde le véhicule, on contacte le client, on comprend que son véhicule est déjà disponible. Et tous les travaux qui ont été effectués, tous les contrôles qui ont été effectués sur le véhicule sont mentionnés dans un registre, y compris les prochaines réparations à faire sur le véhicule. On mentionne cela, on mentionne le kilométrage. Quitte à ce qu'au moment venu, c'est nous qui contactons le client. Le service après-vente. C'est là où le service après-vente intervient. On contacte le client pour lui rappeler que suite à votre dernière réparation, on avait constaté que telle chose était usée peut-être déjà à 50%. Donc certainement, elle doit déjà être usée à 70 ou à 80%. Donc pensez déjà à le remplacer. Exactement. Le remplacement va coûter tel montant. Question au client de préparer déjà son budget. Exactement. Dans un mois, dans 2 mois, dans une semaine, dans quelques jours, il me faut tel montant pour aller réparer tel problème dans mon véhicule. Super. Ça, c'est le service après-vente. Mais c'est plutôt professionnel. Et ça permet aussi d'éviter les immobilisations du véhicule. Vous savez que quand vous êtes à bord de votre véhicule et que ça vous lâche comme ça, là, c'est très désagréable. Exactement. Vous voulez simplement abandonner ça quelque part. Voilà. Et puis encore, même si c'est à l'axe lourd, c'est très désagréable. Donc nous, on a travaillé dessus, on continue à travailler pour corriger ces erreurs. D'accord. Et on a constaté également, beaucoup de garages ne le font pas. Donc nous, on a inséré ça pour se démarquer. Le service après-vente également permet de contrôler, de suivre les clients qui font les vidanges chez nous. Ça permet en fait de suivre, en fait c'est nous désormais qui suivons votre véhicule. Parce que nous avons toutes les données techniques qui permettent de se renseigner sur l'état d'usure de votre véhicule. Quitte à ce qu'on anticipe sur des pannes. Mais à vous entendre parler, on croit que c'est tellement simple, que la mécanique est tellement belle, tout le monde pourrait peut-être s'y lancer du jour au lendemain. Mais pourtant, derrière cette activité, il peut y avoir beaucoup de contraintes par lesquelles vous êtes passé et que certainement vous aimeriez partager avec nous et avec ceux qui nous regardent. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans votre parcours entrepreneurial? Les difficultés qu'on a notées, c'est énorme, hein, c'est énorme. Déjà, il faut rappeler que l'entrepreneuriat au Cameroun, franchement, il faut être un monstre pour s'en sortir. Il faut être un monstre parce que, au-delà de que à la base, vous êtes un mécanicien et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, au-delà des compétences techniques, mécaniques que vous aurez, vous avez encore besoin d'avoir beaucoup d'autres compétences sur l'aspect sécuritaire, marketing, environnemental, logistique, ressources humaines. Bref, il faut maîtriser tous ces aspects-là. C'est ça qui va vous permettre d'avoir toutes ces installations. Donc, dans notre parcours, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés avec le début. Le début n'était pas facile. Parce que je sortais en entreprise où le système entreprise, c'est du genre où on est dans le confort du salaire. Bon, même pas le confort du salaire. Le confort de la routine. Exactement. Ça veut dire on fait les mêmes travaux chaque jour. On fait les mêmes travaux chaque jour. Et du coup, vous avez 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, vous croyez que vous êtes bon. Mais quand vous arrivez dehors, vous rencontrez une multitude de marques, vous rencontrez certains problèmes sur les véhicules que vous n'avez jamais fait face en entreprise. Mais sur le terrain, nous on les rencontre. Ce qui fait que ça constitue un énorme challenge. Un énorme challenge. Ok. Ça constitue un énorme challenge.
Donc, on a rencontré tellement de difficultés, que ce soit avec les clients, les abus envers les clients, parce que les clients, ça vous seulement dit que les techniciens sont malhonnêtes. Les clients aussi, certains clients aussi sont malhonnêtes. On a aussi des abus avec d'autres entreprises avec qui on a eu les contrats. Et on a eu beaucoup de difficultés, les cas de vol, les périodes mortes. On a aussi été victime du Covid. Le Covid nous a vraiment fait perdre énormément. On a été victime de beaucoup de difficultés. Donc toujours dans les difficultés que je fais face, c'est les difficultés financières. Parfois, nous avons les opportunités, vous avez des entreprises qui veulent bien cheminer avec vous, qui sont prêts à vous donner des gros contrats, mais vous n'avez personne, votre capacité de financement est faible. Du coup, ça donne l'impression que vous ne serez pas à la hauteur. Parfois, on traîne à réaliser nos projets, à atteindre nos objectifs parce qu'on a des difficultés financières. Donc, face à cette situation, et vu l'étape où nous avons déjà atteint et les objectifs que nous avons à réaliser, nous ouvrons la porte, nous donnons la possibilité aux investisseurs, aux actionnaires de pouvoir intégrer le projet. Donc, ensemble, la tâche devient plus facile. On atteint rapidement nos objectifs. Et je tiens à rappeler que dans le business garage, il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent à se faire dans le garage. Mais pour avoir cet argent, il faut un minimum d'investissement, il faut un minimum de connaissances, il faut un minimum de formation. Donc nous restons disponibles pour toute personne qui aimerait investir dans le projet, qui aimerait avoir un partenariat avec nous, qui aimerait nous faire des propositions quelconques pour un éventuel cas. Nous restons disponibles et ils seront bienvenus. Mais on se rend compte qu'en dépit de ces difficultés, vous mettez un certain sérieux sur la qualité de votre travail, sur la qualité de votre rendu. Bref, vous mettez un certain sérieux même sur votre branding. D'où est partie cette inspiration-là? Parce que on a généralement l'habitude de voir les garages, comme vous avez dit, sous des manguiers, sous des arbres, sans clôture, sans rien. D'où vous est venue l'idée que non, il faut que vous ayez un garage moderne? Bon, ceci part déjà du fait que, avec mon expérience académique et professionnelle, moi je travaille dans les grandes entreprises. D'accord, d'accord. Je travaille dans les grandes entreprises. J'ai été formé aussi par des personnes qui ont aussi une certaine exigence dans la formation. Exactement. Donc du coup, j'ai vu aussi l'ambition que j'avais, ce qui fait que je devrais naturellement appliquer ce que j'ai appris. Et je n'ai pas commencé comme vous voyez là. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été facile au début. On a commencé bien plus en dessous. C'est avec le temps, avec les expériences et tout. Au fur et à mesure, on fait face aux difficultés, on trouve des solutions, on applique, on avance, on fait face à une difficulté, on trouve des solutions, on applique, on avance. Au fur et à mesure. Et même à l'étape où on est là, on est encore beaucoup avancé. On a encore beaucoup de chemin à faire. Exactement. Les objectifs. D'accord, d'accord. Et s'il faut parler de ces objectifs-là, quelle est votre vision sur le long terme? Disons peut-être dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous comptez concrétiser concrètement? Bon, nos objectifs, c'est généralement nos objectifs sont étalés en 3 catégories. La première catégorie, c'est les objectifs à court terme. Les objectifs à court terme, c'est déjà d'implémenter un garage moderne avec multifonction. Ça veut dire un garage où on peut faire tout genre de réparation sur place. Tous les services sont disponibles sur place. Ça, c'est l'objectif à court terme. D'accord. Et à cette étape, on est déjà en train de conclure avec ça. L'objectif à moyen terme, c'est de valoriser, c'est d'extendre la marque. C'est de faire connaître en ouvrant des franchises un peu de partout. C'est de signer les partenariats avec des entreprises comme Total. Et on a un partenariat en cours avec Camille, le concessionnaire Camille. Et on a également les ambitions d'être concessionnaire. Concessionnaire d'une marque ou d'un équipementier. Quand je dis concessionnaire, ça veut dire que on peut par exemple négocier un contrat avec l'équipementier Bosch. C'est un exemple. Ou n'importe quelle autre marque pour être représentant, pour être son distributeur local. Ici au Cameroun. D'accord. Donc ce sont les projets qui sont en cours. Et puis le projet à long terme, c'est de pouvoir créer notre propre marque de véhicules.
Parce qu'on a toujours l'habitude de faire croire que ça ne se peut pas, c'est difficile. Lorsque vous parlez de ça aux gens, ils disent non, ça ne peut pas, c'est difficile. Mais c'est faisable, puisque même pour atteindre cette étape où on a atteint là, les gens nous ont toujours dit non, vous ne pouvez pas, c'est difficile, tu ne peux pas, et tout. On a pu atteindre l'étape. D'accord. Donc, on sent qu'on pourrait atteindre l'étape. Vu qu'au Cameroun, déjà, on fabrique les voitures, on fabrique les bus au Cameroun. D'accord. Pourquoi pas fabriquer aussi les véhicules? Je dois dire que c'est un parcours plutôt inspirant, c'est un parcours plutôt motivant, mais la motivation, ça ne suffit pas, l'inspiration, ça ne suffit pas. Il peut aussi arriver qu'une personne ait envie de se lancer dans l'implémentation d'un garage automobile. Qu'est-ce qu'il faudra à cette personne-là pour pouvoir réussir son challenge? Je crois que face à cette situation, la personne a beaucoup de conditions. Comme je dis souvent à mes collègues, à mes employés, à tout le monde, il ne suffit pas d'être un bon mécanicien pour ouvrir un garage. Ah oui. Ça ne suffit pas. Ah oui. Vous pouvez être un bon mécanicien, vous connaissez bien réparer la voiture, mais ça ne suffit pas pour ouvrir un garage. Il y a d'autres aspects qu'il faut travailler. Il faut travailler le management, il faut travailler les finances, il faut travailler l'aspect sécuritaire, il faut travailler beaucoup d'aspects. Il faut même soi-même se former encore. Il faut soi-même se former, parce que là, quand vous ouvrez un garage, vous n'êtes même plus mécanicien, vous êtes déjà un entrepreneur. Exactement. Donc, au-delà des compétences mécaniques que vous avez, vous devez faire des formations pour ajouter cela les compétences entrepreneuriales. Et quand vous cumulez les deux, ça fait de vous un excellent promoteur de garage. Wow, super. Autre question me vient à l'esprit. Certainement, vous n'arrivez pas à accomplir tout ce que vous avez accompli sous le coup du hasard. Il y a certainement des personnes qui vous ont inspiré, des personnes qui vous ont motivé, des personnes qui vous ont encouragé. Est-ce que dans votre entourage, il y a des écosystèmes particuliers qui ont joué un rôle fondamental dans l'éclosion et dans l'expansion de votre activité? Oui, ça ne manque pas. Il faut d'abord rappeler que je suis le fils d'un mécanicien, d'un électricien auto. D'accord. Mon père fut le premier, le plus grand électricien de la ville de Yaoundé. Super. Et le plus ancien. Wow. C'est-à-dire que si vous faites une statistique, vous recensez tous les électriciens de Yaoundé. Et dans tous ces électriciens, vous cherchez à reconnaître les doyens. Les doyens certainement reconnaîtront. Mon papa qui m'a accouché était le meilleur électricien à Yaoundé jusqu'à présent. En 2022, j'ai fait la connaissance de la start-up académique du docteur Claudel. Oui. Lorsque je suis arrivé là-bas, on a un talk où il met son entrepreneur, je me souviens plus bien. Et l'environnement que j'ai rencontré là-bas, j'ai rencontré des personnes qui avaient la même maladie que moi. C'est-à-dire que tu es dans une situation entrepreneuriale où tu ne sais pas si tu vas avancer, ou tu vas rentrer, ou tu vas rester sur place. Bref, tu ne connais pas quel est ton repère. Ah oui. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et puis je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des personnes exceptionnelles qui vivent ces moments, qui ont traversé ces moments. Du coup, les échanges avec les formations que j'ai reçues là-bas, ça m'a fait comprendre beaucoup des erreurs que j'avais dans mon business et ça m'a permis de corriger. Exactement. Et lorsque j'ai commencé à corriger, ça m'a fait commencer à avancer un peu plus rapidement. Wow. Ça m'a fait avancer un peu plus rapidement. Wow. Bien qu'en 2022, j'ai fait peut-être plus d'une cinquantaine, voire une centaine de formations. Super. À la Startup Academy. Magnifique. Wow. Donc, à l'époque, là, je me souviens quand on disait le docteur Claudel, c'est un vendeur de rêves, le docteur Claudel, ci, il est ça. Mais moi, je suis allé là-bas, j'ai acheté les rêves là. C'est ça que je suis en train d'implémenter chez moi. Super. Ça marche. Super. Ça me produit des résultats Super. énormes. Super. Et il y avait ces formations également que j'ai reçues lorsque je vais dans les entreprises pour prospecter où c'est des hautes personnalités. Quand je parle, on sent au moins qu'au-delà de ses compétences mécaniques, il a aussi ses compétences en communication, oui. Businessman, oui. et tout. Oui. Même dans le digital, moi je ne connaissais pas le digital. Les publications Facebook, WhatsApp et tout ça, c'est à la Startup Academy que j'apprends toutes ces choses. La communication, le marketing, le management, tout ça via toute cette formation. Super. Ça m'a vraiment permis d'avancer. Et autre chose aussi, j'ai rencontré également beaucoup de difficultés sur le plan financier. Les Camerounais
n'ont pas vraiment la culture de financer les projets. Vous allez voir quelqu'un, vous allez lui parler de votre projet, il va dire oui, j'ai compris, je n'ai pas l'argent. Même s'il a l'argent, il va dire qu'il n'a pas compris, juste parce que ce n'est pas dans notre culture. D'accord. Voilà. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec des banques. Mais c'était pas facile. Vraiment, à un moment donné, j'ai même regretté pourquoi je me suis engagé avec les banques. Les gens encore plus expérimentés m'ont recommandé les microfinances. C'est là où je suis rentré dans la microfinance asset. Et la microfinance asset, ayant compris mes problèmes, mes objectifs et tout, ils ont accepté de m'accompagner en m'octroyant des petits crédits de temps en temps pour pouvoir surmonter un peu. Donc je crois que voilà un peu dans ce sens les accompagnements que j'ai reçus. D'accord. C'est vrai que nous tendons déjà vers la fin de cette interview qui est plutôt très enrichissante, qui est plutôt très inspirante. Une interview de laquelle vous pourrez beaucoup apprendre parce que si vous n'êtes pas capable d'apprendre de vos erreurs, si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, si vous n'êtes pas capable de faire profil bas sur certaines situations ou certaines réalités, il est impossible pour vous d'avancer. Et parce qu'il faut avancer, il faut tenir en compte que vous avez un capital, un patrimoine que vous devez préserver. Et pour le préserver, vous devez être capable d'apprendre de tout le monde, de toute situation, de tout environnement et même de vous. Parce que si vous n'arrivez pas à vous remettre en question personnellement, ce serait difficile de pouvoir tirer une quelconque inspiration de quoi que ce soit. Et si donc nous sommes à la fin de cet échange et que vous avez un conseil à donner à toute personne qui nous regarde, qu'est-ce que vous leur direz en fonction des réalités entrepreneuriales sur le plan africain et beaucoup plus camerounais? Je pense que ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que avant de se lancer en entrepreneuriat, vraiment, il faut déjà avoir une santé de fer. Il faut avoir une santé de fer. Parce que si vous n'avez pas la santé, vous n'allez rien foutre. Parce que la violence qu'il y a dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas vous expliquer si vous ne vivez pas ça. Exactement. Et quand on dit qu'il faut avoir la santé, parce que quand ça secoue le corps, là, si vous n'êtes pas assez solide, vous allez craquer. Parce que ce que nous on vit souvent, ce que je vis souvent au quotidien, parfois même des personnes avec qui vous vivez ne comprennent pas. Peut-être on va vous voir dans un état quelconque, on va imaginer peut-être, mais c'est parce que ce que vous vivez en interne, la pression des engagements, la pression de l'obligation, des résultats, la pression de satisfaire les fournisseurs, les partenaires, les employés et tout, ça fait en sorte que ça déclenche une pression à vous. Si vous n'êtes pas si fort, vous ne pouvez pas supporter ça. Au-delà de qu'il faut avoir une santé de fer, il faut se former. Il faut beaucoup se former. Il faut beaucoup se former. Il faut accepter de vivre des challenges. Il faut sortir même de sa zone de confort et s'en passer, s'en foutre même de ce que les hommes disent. Parce que moi, si je devais tenir compte de ce que les hommes disent, c'est que je devrais abandonner et peut-être rentrer en entreprise. Mais j'ai décidé de ne plus rentrer en entreprise pour continuer ce que j'ai à faire. D'accord. Donc, au-delà de ça, je devrais également conseiller aux personnes qui veulent se lancer de bien se préparer. Et il ne suffit pas seulement de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord se rassurer si est-ce que tu es compatible à l'entrepreneuriat. Exactement. Parce qu'il faut savoir si est-ce que tes comportements, est-ce que ta façon, ton éducation, ta façon de voir les choses, est-ce que tu es compatible à pouvoir supporter l'entrepreneuriat. Dans quel cas, ce n'est pas nécessaire de se lancer. Même si vous avez assez de moyens, parce qu'il y a des gens qui se lancent en entrepreneuriat avec assez de moyens, ils ont même beaucoup plus de moyens qu'il en faut pour son projet, mais ils échouent. Parce que les moyens seuls ne suffisent pas. Exactement. Exactement. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous venez de suivre une interview palpitante, un échange assez houleux avec monsieur Cédric Chidjo, qui est le promoteur de Groupe Vision Autosal, un garage ultra moderne qui a pour but de réparer vos véhicules, de favoriser la vidange, de vous offrir tous les services qui correspondent au maintien et à l'entretien de votre véhicule. C'est une success story et vous aurez l'habitude d'en écouter d'autres davantage. Si donc vous êtes un entrepreneur, si donc vous avez une expérience ou un processus qui peut être expliqué et que vous aimeriez partager cette expérience-là avec une grande majorité,
Pensez entreprendre avec sa vision à la rencontre des entrepreneurs inspirants se fera le plaisir de venir vers vous et pour que cet échange-là puisse être non seulement une plus-value pour nous, mais pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui nous regarderont à l'avenir. Alors, j'ai une dernière question pour sortir, Cédric. Maintenant, vous êtes chef de famille, vous êtes un époux, vous êtes un entrepreneur et vous êtes un homme d'affaires. Ça fait beaucoup de casquettes pour un seul homme. Comment est-ce que vous arrivez à gérer l'équilibre? C'est pas évident, hein. Ça, vraiment, c'est pas évident. Comme je disais tantôt, l'entrepreneuriat, c'est au-delà de la santé de faire, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi l'aspect spirituel qui compte beaucoup. La spiritualité, c'est-à-dire que même quand je me lançais dans mes débuts, je n'avais pas prévu, je ne savais même pas que la spiritualité était quelque chose de prendre en compte. Donc, avec les situations que j'ai vécues et les formations, j'ai compris que la spiritualité, c'est un aspect extrêmement important, indispensable pour un entrepreneur. Ça vous permet de vous maintenir en équilibre, ça vous permet de garder le contrôle de soi, ça vous permet d'avoir une vision plus large des choses. Bref, ça vous permet de contrôler vos émotions. Exactement. Donc, moi, à mon jeune âge, avec cette casquette comme vous avez cité, et vivre dans un environnement, c'est pas évident, c'est pas vraiment évident, c'est extrêmement compliqué parce que l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie de couple, ça a trop d'impact. Ça a extrêmement des impacts, surtout quand vous êtes dans les débuts des couples, vous êtes encore en phase de développement dans votre projet d'entrepreneuriat. Et puis vous avez encore des petits-enfants. Donc ça devient compliqué. Parfois les obligations professionnelles, les obligations parentales se mélangent. La pression des clients, la pression professionnelle avec la pression de la maison. Si vous n'avez pas une épouse assez forte à vos côtés, vous allez craquer. Ça ne va pas marcher. Si c'est que vous ne parvenez pas à trouver des astuces pour pouvoir faire comprendre à vos proches que les situations que vous vivez, parce qu'il y a un moment donné où parfois la famille fait même des réunions secrètes pour faire croire que non, la situation de Cédric est tellement critique. Il faut qu'on essaye de voir, ça ne va pas avec lui. Or, c'est parce qu'ils ne comprennent pas réellement le fond de ce que je vis. Ils ne comprennent pas cela. Et s'ils ne comprennent pas cela, ça va poser problème. Exactement. Mais toujours dans l'objectif de poursuivre avec mes objectifs, je parviens à sortir la tête un peu de l'eau. Et lorsqu'on voit déjà les fruits, on comprend que, hey, là, le gars là, ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait. Exactement. Donc c'est nous qui se comprend alors. Exactement. C'est comme ça, donc ce n'est pas évident. Donc, parfois, à un moment donné, si vous n'êtes pas assez discipliné, vous allez échouer, soit vous allez sacrifier soit votre vie de couple, soit votre vie de famille, soit votre vie personnelle pour votre entreprise. Soit vous allez sacrifier votre entreprise, votre business pour votre vie de couple ou pour votre vie familiale. Mais réussir à gérer tout ça au même moment et avancer, c'est une grâce. En tout cas, chapeau, c'est inspirant pour moi. Et comme le disait Mahatma Gandhi, aucun peuple, aucune nation ne s'est jamais élevée sans s'être purifiée dans le feu de la souffrance. Nous sommes donc au terme de cet entretien et vous aurez certainement de nouveaux entretiens qui seront programmés et communiqués sur cette page Pensez Entreprendre pour que vous puissiez également être en alerte des différentes difficultés qui vont s'improviser sur votre chemin entrepreneurial. Ne lâchez pas, restez scotché, restez fort, restez connecté à votre vision et à votre rêve et certainement vous commettrez l'erreur de réaliser ce rêve-là. À très bientôt dans une nouvelle capsule.